Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la série Nous Entrepreneurs. Je suis Karim Majoub, je suis business coach, action coach de la firme Paris et je donne ici la parole aux entrepreneurs locaux qui nous partagent leur histoire, leur apprentissage, leur expérience et comment ils préparent leur entreprise pour saisir les opportunités à relever et comment ils sont prêts à relever les prochains défis. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui Alfadio Olori Togbe, fondateur de Industrie Capital et du Lavoir Moderne à Paris. Alfadio, bonjour et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Karim, Est-ce que ça va déjà? ça va super, oui. Très bien, super. Alfadio, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Mais avec plaisir. Donc, je suis Alfadi Oloritok B. Je suis le fondateur, le cofondateur d'Industrie Capital depuis une vingtaine d'années maintenant et qui opère dans le domaine du financement d'actifs industriels. Et je suis également cofondateur d'une start-up qui s'appelle le Lavoir Moderne et qui a pour ambition de remplacer la machine à laver par un service éco-responsable. D'accord, super, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur, d'un côté, Industrie Capital, de l'autre, Lavoir Moderne, par rapport à qu'est-ce que tu proposes sur tes différents business, comme de spécifique, comme d'unique, et quel est ton positionnement? Oui, absolument. Le positionnement unique d'Industrie Capital, c'est celui de financer de façon non bancaire les outils de production industrielle. On rentre là déjà un petit peu, et on était un peu précurseur sur le sujet, dans l'économie de l'usage, hein, et qui commence à de plus en plus se répandre et dans lequel une entreprise n'investirait que dans ce qui prend de la valeur et louerait tout le reste de telle sorte que ces capitaux soient plus intelligemment utilisés d'une part et que d'autre part, elle ait accès à davantage de renouvellement et d'évolution technologique. Alors, c'est assez simplement compris quand il s'agit des ordinateurs, par exemple, hein, le leasing de voitures ou le leasing d'équipements informatiques, c'est les plus gros secteurs du leasing, mais c'est également valable pour un paquet d'autres sujets qui sont naturellement touchés par l'obsolescence, touchés par le besoin d'évolution en termes de productivité et en termes en termes de technologie. Donc, Mhm. avec Industrie Capital, notre métier, c'est de proposer des solutions dans tout ce qui est outils de production. Et ça va depuis des robots sur une ligne de production industrielle jusqu'à des systèmes d'éclairage par LED, par exemple, qui vont permettre de faire des économies d'énergie, des grues, ça va dans tout type d'outils de production. Donc, je dirais que la différence des grosses écuries bancaires essentiellement qui occupent tous les secteurs du leasing, que ce soit l'automobile ou l'informatique, nous, on occupe plutôt des niches Mhm. et on se développe très bien. L'année 2023 ayant été une excellente année pour nous. On ne donne pas trop de chiffres parce que ça donne une indication à nos concurrents de notre taille réelle et ça, on n'a pas envie. Mhm. Mais en gros, l'économie de l'usage commence à vraiment se développer, à franchir les barrières des actifs habituels que sont l'informatique ou la bureautique ou l'automobile et on en bénéficie. Donc ça, c'est pour mon premier métier. Mhm. Et le deuxième métier, celui en réalité que j'exerce le plus depuis les années qui viennent de s'écouler, Mhm. c'est celui de dirigeant de start-up industrielle. Mhm. Et c'est-à-dire qu'avant, je servais mes clients à qui je finançais des outils de production. Maintenant, je suis moi-même l'outil de production. Mhm. Et l'objectif du lavoir moderne, c'était, je vais dire pourquoi est-ce que j'en parle un petit peu au passé maintenant, l'objectif du lavoir moderne, c'était de proposer aux consommateurs un service qui remplace la machine à laver par une solution industrielle éco-responsable à deux titres. D'abord parce que le particulier, la machine à laver, ça reste un outil très technique. On ne s'en rend Mhm. pas compte, mais c'est un outil très technique qui est capable de faire beaucoup de choses. En général, on l'utilise que deux ou trois de ses fonctions. Mais en réalité, machine à laver, tous les petits boutons et tous les petits réglages qu'il y a dessus, ça a un sens. Mais le Mhm. particulier utilise très rapidement très peu de ses fonctions. Mhm. Première chose. Et deuxièmement, il utilise très mal cet outil. C'est-à-dire qu'on l'a rempli de manière aléatoire, on l'a fait tourner à les heures aléatoires. Donc, bref, on a une gabegie en termes de consommation d'énergie liée à cet outil. C'est la première chose. La deuxième chose, elle est encore plus importante, c'est qu'il y a un impact environnemental considérable qui est lié au fait que les eaux de rejet d'une machine à laver vont comporter des résidus lessiviels et des microplastiques, hein, puisqu'il y a de plus en plus
de synthétique dans les vêtements que nous portons, ce qui a plein d'avantages, hein. On n'a pas besoin de les repasser, il y a plein de choses comme ça, mais Mhm. la contrepartie, c'est qu'on fabrique énormément de pollution avec chacune de nos machines et que Mhm. toutes les nuits, et là, il faut bien retenir ce chiffre, toutes les nuits, il y a 1,6 milliard de litres d'eau potable Mhm. qui sont pollués par nos machines à laver et qui vont droit dans l'environnement parce que les stations d'épuration, si leur rôle c'est de retenir les matières organiques, en revanche, les produits chimiques et les micropolluants comme les microplastiques ne peuvent pas être traités dans les stations d'épuration pour la simple et bonne raison que les boues des stations d'épuration, elles sont ensuite utilisées pour de l'épandage et pour de la revalorisation et que si on mettait dedans des microplastiques et ce type de produits, le type de produits chimiques agressifs, eh ben, on irait contaminer l'environnement ailleurs. Donc, quelque part, eh ben, de deux mots, choisissons le moindre. Plutôt que d'empoisonner nos cultures, eh bien, on préfère empoisonner les océans parce qu'on considère qu'ils ont une capacité d'absorption qui est plus grande. Mais Mhm. même là, on sait aujourd'hui que les microplastiques sont devenus un fléau. Et dans des organismes comme l'IFREMER ont fait des études, 35% des microplastiques, en l'espace de 50 ans, quand la machine à laver n'existe que depuis 50 ans, vraiment, hein, elle est Mhm. diffusée à grande échelle que depuis 50 ans. Dans Mhm. l'espace de 50 ans, les microplastiques de la machine à laver représentent déjà plus du tiers de la pollution des océans par microplastique. Pour la Mhm. simple et bonne raison que quand une bouteille en plastique qu'on jette comme ça à la mer, comme des gros méchants, elle va mettre une dizaine d'années à se décomposer et à devenir des microplastiques. Notre Mhm. machine à laver, elle est fabuleuse, elle produit directement le produit, le produit final. Mhm. Et donc, c'est effectivement un sujet majeur où les gouvernements commencent à en parler, les organismes de santé publique et les organismes comme l'IFREMER en parlent depuis longtemps, mais Mhm. je pense que collectivement, on va vraiment commencer à entendre parler de ce sujet. Donc, le rôle du lavoir moderne, c'est de remplacer cette énorme pollution Mhm. par un service qui est appuyé sur un outil industriel puissant qui recycle à 100% les eaux de rejet. Mhm. Autrement dit, on part d'une situation pollution max à une situation zéro pollution. C'est assez Mhm. fabuleux, première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'écologie n'étant pas quelque chose de punitif, sinon ça ne fonctionne pas, mais étant quelque chose de pratique, on le double d'un service de collecte-livraison du linge à domicile ou en point relais qui permet aux consommateurs de pouvoir être débarrassés de la corvée de linge en un clic ou comment s'appelle, ou en déposant son linge en même temps qu'il va faire ses courses et en le récupérant de la même façon, comme n'importe quelle commodité qu'il irait acheter finalement si on ne lui avait pas ne l'avait pas habitué à l'usage de la machine à laver à domicile, quoi. On ne plante pas les choux et les carottes dans notre jardin. Pourtant, on Mhm. pourrait. On a pris l'habitude d'aller les acheter parce que c'était plus confortable pour tout le monde et qu'il y a une filière industrielle qui sait répondre à un prix raisonnable aux fournitures des denrées alimentaires. Et bien pour l'entretien du linge, c'est exactement le même chemin que je suis en train de faire prendre à l'écosystème, c'est-à-dire se diriger vers une solution qui soit pas chère, qui soit pratique et Mhm. pour le consommateur et qui soit Écologie. éco-responsable exactement. Donc Très bien. voilà, si on brosse un petit peu dans les grandes lignes ce que je fais. Alors pourquoi est-ce que j'en parlais un petit peu au passé, c'est que nous avions un problème de modèle de création de valeur au lavoir moderne qui était notamment lié au fait que nous avions intégré la logistique, la collecte et la livraison du linge dans notre chaîne de valeur et c'était une véritable erreur parce que cette logistique dédiée n'était pas en mesure d'atteindre la performance économique qu'elle demandait à moins d'avoir de nombreux des investissements volumineux. Alors, des boîtes comme Amazon ont réussi à avoir une logistique dédiée qui fonctionne, mais Amazon, c'est Amazon. Donc, soit vous avez 20 milliards de dollars d'avance et vous pouvez y aller, ou alors il faut trouver d'autres solutions. Et in fine, après l'échec du lavoir moderne, j'ai continué à réfléchir au sujet. J'ai eu la chance de croiser aussi les bonnes personnes et donc la solution de remplacement est en route. Très bien. Super. Très intéressant. Donc, on a compris qu'effectivement, tu es multi-entrepreneur. On voit que c'est un entrepreneur dans l'âme. Et tout ça, c'est intéressant. Tu touches à pas mal de trucs. Et aujourd'hui, donc, tu as une entreprise qui réussit très, très bien, même si tu ne veux pas nous partager les chiffres, que je comprends. Tu as une entreprise où tu commences à changer de verticale au niveau du business model sur certains aspects, en tout cas. Mais en tout cas, l'idée, elle est d'actualité. Aujourd'hui, quelles sont tes ambitions, Alpha Dio, pour tes entreprises, finalement?
Pas en détail, mais je veux dire, quelle est la projection d'ici dans le moyen, long terme, d'ici 3, 4, 5 ans, par rapport à tes business? Alors sur Industrie Capital, j'ai une équipe senior qui pilote le développement de l'entreprise et donc finalement, j'interviens assez peu, moi, autrement que du point de vue stratégique. Et la stratégie pour nous, c'est de suivre la pente galopante du développement de l'économie de l'usage Mhm, qui touche les particuliers, mais touche aussi et de plus en plus les entreprises. Et l'offre d'Industrie Capital répond parfaitement à ça mhm, parce qu'on a développé une technicité qui nous permet de comprendre beaucoup de catégories d'actifs différents et donc de monter des contrats de leasing autour de beaucoup d'actifs différents. Et concernant le remplaçant du lavoir moderne, je suis dans une période où je suis en train de boucler une levée de fonds relativement importante et d'associer des partenaires industriels au développement de ce nouveau modèle. Alors, quand on prend comme ça un échec, c'est jamais facile d'une part de l'expliquer, faut le comprendre, il faut l'expliquer et ensuite il faut le transformer en leçon. Parce qu'à mhm. nouveau, un échec reste un échec tant qu'on n'en a pas fait une leçon. Donc, c'est ce que j'essaye de faire et mon objectif donc à moyen et long terme, c'est de permettre à la vérité de ce modèle d'exploser au grand jour. Parce qu'à nouveau, on ne peut pas on ne peut plus se contenter aujourd'hui de constater qu'on détruit l'environnement et ne rien faire. Mhm. L'intelligence humaine et les ressources humaines fantastiques dont nous disposons sont là pour nous aider à trouver des solutions. Et je crois que j'ai pas beaucoup de talent, mais si j'en ai un, c'est celui de savoir réunir autour de moi des volontés pour résoudre des problèmes. Et donc, une large partie de nos soutiens de l'époque du lavoir moderne continue à soutenir le projet. Et donc, cette nouvelle solution qui va émerger va être en plus, à la différence du lavoir moderne où nous avions un problème lié à notre modèle de collecte et de livraison, on a totalement solutionné ce problème. Et donc, on va être capable de produire un service toujours à bas prix, Mhm. mais avec cette fois-ci des prix de revient extraordinairement bas grâce notamment à la sous-traitance de toute la partie logistique et donc du coup un reach national au premier jour. Donc le Mhm. service sera immédiatement disponible partout en France alors que dans l'ancien modèle, nous étions condamnés à grossir à petits pas parce qu'il nous fallait une flotte de logistique qui soit capable Mhm. de suivre notre croissance et ça nous coûtait fort cher. Donc Alors, voilà un petit peu les deux objectifs. ouais, ce que j'aime bien, que tu dis, Alpha Dio, c'est que ce que j'aime bien dans ce que tu connais communiques aujourd'hui, c'est que voilà, tu es un vrai chef d'entreprise qui a réussi une entreprise, que d'autres entreprises, il y a eu un échec qui a été rebondi. Tu es en train de rebondir en tout cas, et il y a des perspectives qui sont assez claires. En tant que chef d'entreprise, toi, quel est ton mindset là-dessus? C'est-à-dire que comment est-ce que tu arrives à rebondir? Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ton cursus d'entrepreneur? Aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu nous dises un petit peu, c'était un petit peu tes secrets de fabrication pour que nos auditeurs puissent un petit peu tirer un petit peu les leçons de ton parcours. Qu'est-ce que toi, déjà, tu as tiré comme leçon par rapport à ton parcours? Et, je dirais que la base, c'est vrai qu'un entrepreneur est en règle générale quelqu'un d'optimiste. Et donc, je ne fais pas exception, hein. Je suis moi-même quelqu'un de très optimiste. Et cet optimisme, c'est un petit peu le ciment de la base sur laquelle on peut construire. Et ensuite, mais l'optimisme ne suffit pas. Il faut de la technicité, il faut des connaissances. Et les connaissances, moi, me concernant, elles sont arrivées à deux moments. D'abord, ma formation initiale, mais quand on sort de l'école, moi j'ai fait une école, j'ai un parcours à la fois technique, j'ai une licence de génie mécanique et puis ensuite j'ai été faire une école de commerce. Donc j'ai un vernis technique et ensuite une formation commerciale. Et c'est bien pour démarrer, mais ça suffit pas. Parce qu'à un moment donné, il faut, une fois qu'on a accumulé un petit peu d'expérience, quelques réussites, quelques échecs, il faut savoir faire un petit step back et regarder comment est-ce qu'on peut formaliser
l'ensemble de nos savoirs et comment est-ce qu'on peut bénéficier du savoir de notre classe d'âge qui finalement a vécu la même chose que nous, chacun de son côté et dans des secteurs différents. Et c'est là que l'executive education joue un rôle fondamental. Et me concernant, j'ai eu le bonheur d'être accepté dans l'executive MBA d'HEC. Et Mhm. là, deux claques. La première, c'était que, alors que souvent j'avais tendance, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, à penser que j'étais quelqu'un de très intelligent et plus smart que la moyenne des gens qui m'entourent. Je me suis retrouvé d'un seul coup dans une pièce avec 200 autres mecs qui étaient tous plus malins que moi. Ou en tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Donc, ça remet un petit peu l'ego à sa place. Et la deuxième chose, c'est le creuset fantastique dans lequel on se retrouve plongé parce que quand on arrive en executive education, on a un parcours personnel de 10-15 ans d'entrepreneuriat ou d'exercice d'une mission quelconque. On commence à manager ou on manage depuis un certain temps. Mais cette expérience-là, elle est très personnelle. Et se retrouver avec 200 autres personnes qui ont aussi une expérience, un vécu avec des façons d'aborder les problèmes, des façons de les résoudre. Et ça, pendant 18 mois, il y a un brassage de tout ça qui est fait et vous en ressortez, vous êtes vraiment prêt pour la suite, quoi. Et donc, moi, dans mon parcours d'entrepreneur, je dirais que sans ces moments de pause, de respiration, dans lesquels j'ai pu cristalliser un peu non seulement mon niveau de connaissance et mes façons de faire, mais les comparer à celles des autres et leur donner ce que je sais faire et prendre d'eux le meilleur de ce qu'ils savent faire. C'est tout ça qui m'a permis, dans mon parcours d'entrepreneur, d'être à chaque fois une meilleure version de moi-même et de me Mhm. préparer à affronter les challenges, d'abord d'accepter des situations comme celle de l'échec du lavoir moderne et en même temps de rester combatif parce que je sais que j'ai les armes pour affronter le coup d'après. Voilà. Donc, je dirais, me concernant en tout cas, formation, formation, formation. Et juste j'enchaîne là-dessus, c'est-à-dire que si on revenait, Alpha Dio, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais imaginons que tu reviens au tout début, quand tu avais la niaque pour entreprendre, etc. Qu'est-ce que tu ferais un petit peu différemment au tout début? Comme ça, c'est pour un petit peu donner quelques conseils aussi en même temps à un chef d'entreprise qui viendrait nous dire, qui aimerait se lancer et qui aimerait se lancer correctement. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait un peu différemment? Qu'est-ce que tu aurais mis en priorité que tu n'as pas mis au début, quoi? Je dirais que je serais beaucoup plus attentif à l'environnement extérieur. Je serais beaucoup plus attentif à demander de l'aide et en particulier, je serais beaucoup plus attentif à intégrer le plus vite possible un réseau d'entrepreneurs ou un réseau de conseils. En tout cas, trouver à l'extérieur des solutions et des réponses à des questions que parfois je ne me posais même pas parce que je n'avais pas conscience de certains enjeux. Et quand on entreprend, on a beau être un génie ou se croire un génie du sujet sur lequel on entreprend, au demeurant, ce sujet-là, pour exister, il a besoin de toute une série de sujets connexes qui vont du droit au marketing, au digital, plein de sujets sur lesquels on n'est pas nécessairement un expert. Et l'avantage de très rapidement s'entourer, pas seulement en recrutant des gens dans son entreprise, des fois on n'en a tout simplement pas les moyens, mais l'avantage de très rapidement avoir des conseils extérieurs, c'est que ça évite de réapprendre de réapprendre à créer l'eau chaude ou le fil à couper le beurre. Je ne sais plus qui disait ça, comment s'appelle, celui qui a fait la citation m'échappe, mais son nom m'échappe, mais il y a quelqu'un qui disait, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Hmm. L'ignorance coûte beaucoup plus cher. Donc, je dirais que si je devais donner un conseil à mon self d'il y a 20 ans, hein, moi j'ai entrepris à 23 ans, aujourd'hui j'étais un jeune célibataire de 23 ans, aujourd'hui je suis marié, j'ai un enfant et j'ai 48 ans. Euh, C'est Donc, une entreprise, ça, encore. exactement, tout Ouais. à fait. Et donc, la vie a avancé sur moi comme elle avance sur les autres. Et je me rends compte à quel point certains choix, notamment en termes de conseils, ici je l'avais fait beaucoup plus tôt, j'aurais fait certaines choses différemment.
D'accord, très intéressant. Ouais. Ouais, donc on retient qu'il faut s'entourer, ne pas hésiter à demander de l'aide, avoir un réseau. Et ce qui est marquant dans ce que tu dis, Alfadio, c'est que finalement, même au cours de ta carrière d'entrepreneur, le fait de revenir un petit peu aux études et de t'entourer avec des personnes, ça remet aussi l'ego en place. Il y a plein de choses, quoi. Parce qu'on peut vite vivre dans un monde virtuel en tant que chef d'entreprise qui nous emmène peut-être pas sur le bon chemin, en tout cas. Bah, écoute, Exactement. super conseil, merci pour tout ça. Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, parce que l'objectif aujourd'hui de l'interview, c'est vraiment de te questionner en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu as quelque chose qui est important qui pourrait amener un petit peu à nos auditeurs, que ce soit des chefs d'entreprise aguerris ou un peu moins, etc., comme ça, un conseil euh, ou un défaut, un truc qu'il ne faut pas faire, par exemple, selon toi? Je sais que la question, elle est très vague, mais le petit mot, un petit peu, la petite phrase, le petit mot de la fin, quoi. Et, je dirais que peut-être ce que j'ai pu observer, c'est que très souvent, on est concentré dans la résolution de nos problèmes du quotidien et du coup, on oublie que les solutions qu'on adopte peuvent être des pièges pour demain. Et donc, on remporte des victoires, mais qui sont des victoires à la Pyrrhus. Et on a tôt fait de les payer parce que la façon dont on a résolu le problème induisait un problème futur qu'on ne saurait pas gérer. Donc, mais à nouveau, c'est une question de conseil. Et je pense que définitivement, un entrepreneur doit savoir s'entourer et doit savoir se faire conseiller. Effectivement, être le roi dans son royaume, ça peut paraître génial, mais il n'y a rien de plus dangereux en réalité. Et partager son idée, partager son quotidien très tôt. Souvent, moi, je rencontre des jeunes entrepreneurs qui ne veulent pas parler de leur idée parce qu'ils ont peur qu'on leur pique. Mais une idée qu'il suffit d'avoir exposée pour qu'elle soit immédiatement piquée, c'est probablement ou une mauvaise idée ou, ou une idée qui est tellement facile à réaliser que la compétition va être terrible et est-ce que ça vaut le coup de s'impliquer? Non, ce qui compte, c'est l'exécution. L'exécution, c'est la clé, hein, et donc se faire conseiller autour de son idée, c'est absolument pas dangereux dans la mesure où on sait qu'on a la capacité pour l'exécuter et que surtout qu'on va savoir s'entourer pour pouvoir exécuter. Donc voilà, peut-être en ultime, si j'ai un dernier mot, c'est entourez-vous, faites-vous conseiller. Vous êtes le moteur, mais vous n'êtes pas obligé d'être les pneus, le volant, les, les- les sièges, la carrosserie. Vous n'êtes pas obligé d'être tout, quoi. Soyez le moteur et c'est déjà bien et c'est ce qu'on demande aux chefs d'entreprise. Bah, écoute, Alfadio, merci. On va se terminer avec cette jolie conclusion. Et Merci, merci à toi pour ton invitation. mais je t'en prie, mais en tout cas, merci pour tous ces apports, toutes ces valeurs pour notre communauté. Et donc, je conclue en te disant merci Alfadio pour ta participation sur Nous Entrepreneurs et merci de nous avoir partagé ton expérience, ton parcours, tes conseils, tes retours d'expérience avec notre communauté d'entrepreneurs. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouvelles interviews inspirantes d'entrepreneurs comme Alfadio. Pensez à vous abonner et à commenter les épisodes et je vous dis à bientôt. À bientôt Alfadio. À bientôt. Bye.